Bonjour à tous, je vous fais cette petite vidéo un peu à chaud pour parler de l'actualité politique actuelle là, des dernières heures. Quand je fais cette vidéo, on est le 26 août et hier, notre Premier ministre François Bayrou a déclaré qu'il allait, le 8 septembre, faire une déclaration de politique budgétaire à l'Assemblée et qu'il allait solliciter la confiance de l'Assemblée. Voilà, j'ai décidé pour l'occasion de vous faire une petite vidéo d'actu politique. On verra si c'est pertinent d'en faire d'autres par la suite. En tout cas, je voulais vous faire vous partager un peu mes impressions sur la question. Euh, donc, euh, pour, euh, pour être clair, euh, cette sollicitation n'était pas attendue. En tout cas, très peu l'attendaient. Dans la mesure où le gouvernement Bayrou est un gouvernement minoritaire. Actuellement, il y a à peu près 210-215 députés qui soutiennent son action. Et déjà que le budget était quand même mal parti pour être accepté, même avec 49.3, là, solliciter un vote de confiance, ça semble un peu être un suicide politique, ce que beaucoup d'observateurs n'ont pas manqué de souligner. Alors, déjà, la question qui s'impose en premier lieu, qui est un peu la question qui est revenue sur toutes les lèvres ces dernières heures, c'est est-ce que Bayrou peut survivre? Est-ce que le gouvernement Bayrou peut survivre à ce vote de confiance? Bon, moi je vais vous le dire clairement, je pense que non. Pour une raison simple, c'est que le suspense a vaguement plané, mais très peu de temps en réalité, parce que dès que Bayrou a annoncé qu'il allait solliciter la confiance de l'Assemblée, rapidement, les chefs de file de LFI et du RN et de l'UDR ont annoncé qu'ils ne voteraient pas la confiance et que déjà ils ne voteraient pas la confiance, mais qu'en plus ils voteraient contre. Euh, les écolos ont suivi et dans les dernières heures là, Olivier Faure a dit que le Parti socialiste n'approuverait pas non plus la politique budgétaire. Donc là concrètement on est dans une situation où sur les groupes d'opposition, l'incertitude plane encore vaguement sur Lyot, euh, qui sera probablement divisé sur la question comme à leur habitude, et les communistes, mais il est assez peu probable que les communistes acceptent cette politique budgétaire. Donc en fait, on est dans une situation où il n'y a pas vraiment d'issue pour Bayrou, même en comptant même si on estime qu'il y aurait, en étant généreux, beaucoup d'abstention du côté des socialistes, du côté des écolos, et éventuellement même du côté de l'UDR, il y a quand même assez peu de chances que son gouvernement survive. Donc ça étant dit, la question se pose, qu'est-ce qui va se passer après? Parce que le 8 septembre, donc 2 jours avant le mouvement qui était annoncé, euh, qu'est-ce qui va se passer dans l'immédiat si Beyrouth saute? Donc mettons que la confiance lui soit refusée le 8, il démissionne le 9, que fait Macron? La première chose qui pourrait sembler logique, ça serait de dire Macron va faire comme après Barnier, c'est-à-dire qu'il va nommer quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre proche de ses idées. Euh, J'aurais tendance à dire que si c'est le cas, ça sera Thierry Breton pour tout un tas de raisons, notamment le fait qu'ils sont complètement alignés sur la politique vis-à-vis de l'Union Européenne, sur la politique intérieure, c'est-à-dire du néolibéralisme complet. Et accessoirement, Thierry Breton étant issu de LR, ça sera plus facile de maintenir Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau, les types qui chapeautent un peu le parti LR, que ça soit dans ses instances et à l'Assemblée. Donc Thierry Breton semblerait, en tout cas selon moi et selon beaucoup, notamment
Alexis Poulain qui en fait le pari depuis pas mal de temps, il semblerait le candidat idéal pour remplacer Bayrou si l'option de remplacer Bayrou immédiatement après le refus de la confiance, Breton semblerait le candidat idéal. Après, on pourrait parler de Lescure, et savoir Darmanin, des personnes comme ça, mais ou même reprendre des idées de l'an passé, type Barouin, type Cazeneuve, type je sais pas, Valérie Pécresse ou autre chose dans le genre. Mais bon, si la solution de Macron est de nommer directement quelqu'un, je pense que ça Thierry Breton. Après, on verra. Et donc, si ce nouveau Premier ministre est nommé, et ben ça sera retour à la case départ, c'est-à-dire qu'il devra représenter un budget. Donc en fait, on en revient à peu près au même niveau, parce que si Macron nomme quelqu'un de proche de ses idées, il aura probablement les mêmes idées que Bayrou pour le budget. Alors peut-être avec des ajustements, peut-être avec le maintien des jours fériés, ou pas forcément d'année blanche, mais dans tous les cas, ça sera assez proche en fait. Donc, pour moi, ce n'est pas ce que va privilégier Macron si Bayrou saute. La solution qui semblerait la plus évidente, dans ce cas-là, ça serait le retour à la dissolution. Parce que ce qui a changé depuis l'an passé, c'est que justement la dissolution est possible. Et là, s'il y a dissolution, bien que Macron n'y soit pas forcément favorable, mais c'est quand même très envisagé au vu de la situation, qu'est-ce qui se passe ? Il va y avoir des élections anticipées qui auront lieu donc a priori entre fin septembre et mi-octobre. Et donc, la question c'est quels sont les rapports de force ? Est-ce que les rapports de force ont changé depuis l'an passé ? Et ça c'est une grosse question en fait, parce que mine de rien, la différence avec l'an passé c'est qu'on a une gauche qui est encore plus divisée qu'avant les européennes. Après, on peut avoir des surprises, parce que mine de rien, en 2022 c'était quand même très mal parti pour une union, il y a eu la NUPES. En 2024 c'était encore moins bien parti, il y a eu le NFP, seulement 2 jours en plus. Mais c'est vrai que mine de rien, on a l'impression que la gauche, entre les élections, plus ça va, plus elle se divise. Et à l'approche progressive des présidentielles, eh bien, l'union est encore plus difficile. Alors, est-ce que la gauche arrivera à s'unir en quelques jours comme la fois précédente, dans une logique de barrage et le contexte est tellement gros, l'enjeu est tellement gros qu'il est hors de question d'y aller diviser à ces élections. C'est pas impossible qu'ils y arrivent, mais c'est plus compliqué que précédemment. Après, concernant le RN, on peut dire que le RN a beaucoup changé, mine de rien, en un an, parce qu'ils se sont nettement plus installés dans le jeu parlementaire que précédemment. Ils se sont beaucoup banalisés, encore plus que précédemment, auprès de l'électorat, y compris l'électorat modéré, qui est celui que le RN veut aller chercher s'il veut le pouvoir. Mais par contre, il n'y a plus d'engouement comme il y avait en juin-juillet 2024. Et là, la question se pose, est-ce que ça va pas desservir le RN ? Et ben moi, j'aurais tendance à dire que non. Parce qu'on l'a vu avec la campagne présidentielle de 2022 pour Zemmour et donc la campagne législative de 2024 pour le RN. Le fait d'avoir un engouement militant majeur ne veut pas nécessairement dire des succès électoraux à la hauteur dans les urnes, d'autant plus quand les partis en question sont encore un peu diabolisés, même très diabolisés dans ces contextes de campagne, par leurs adversaires et notamment la gauche. Et donc, au final, j'aurais tendance à dire que le RN, plus banal, plus installé, plus parlementaire, mais qui fait moins rêver sa base militante, j'aurais tendance à dire qu'auprès de l'électorat, ça aurait plutôt tendance à le rendre
plus envisageable, y compris pour des personnes qui n'ont jamais voté RN et qui auraient même refusé catégoriquement cette option il y a encore quelques années, si ce n'est quelques mois. Donc j'aurais tendance à dire que le RN, il aurait plutôt tendance à bénéficier d'une dissolution. Surtout que le centre est encore et toujours en décomposition depuis 2022. Et là, avec le budget Bayrou qui a été vu comme une horreur par énormément de la population, eh bien je pense que le centre perdrait encore beaucoup de députés. Mais pas forcément au profit uniquement du RN, mais aussi de LR si LR décide d'y aller en indépendant. Ce qui n'est pas impossible, parce que clairement, Retailleau veut son statut de présidentiable, et pour avoir ce statut, il a besoin de se démarquer de Macron, même s'il est jusqu'à présent au gouvernement. Donc il est assez probable que s'il y a dissolution et élection anticipée, LR y aille en opposition du bloc central. Et donc là, j'aurais tendance à dire que LR pourrait gagner des députés aussi. Alors après, ça c'est pour le premier tour. Pour le second tour, qu'est-ce qui va se passer ? Ce qui va se passer, c'est que si la gauche est divisée, elle aura probablement assez peu de second tour. Enfin, elle en aura, mais elle en aura beaucoup moins qu'à la dernière élection. Et donc, les seconds tours, ça sera essentiellement du RN contre LR, du RN contre macroniste, et du RN contre, je pense, LFI. Je vois mal le PS ou le Parti communiste bénéficier d'une dissolution, en tout cas en étant divisé. Peut-être que les écologistes pourraient y gagner, mais c'est à voir. Il y a assez peu d'engouement visible, on va dire, mais il est quand même présent. Il y a quand même un renouveau dans le parti qui fait que le parti pourrait bénéficier d'élections anticipées en indépendant. Mais donc le fait est, c'est qu'il n'y aura pas d'opposition systématique comme aux dernières élections, où il y avait énormément de triangulaires et où il y a eu énormément de désistements. Là, je pense qu'il y aura beaucoup de duels d'office et que les duels seront répartis entre LR, macroniste, centriste et gauche contre un RN à chaque fois, pratiquement. Et donc là, la question est de savoir, est-ce que les centristes vont accepter de voter pour la gauche, et est-ce que la gauche va accepter de voter pour les centristes ou les macronistes, ou les LR, pour faire barrage au RN. Je pense personnellement qu'il y aura toujours cet effet, en tout cas de la part de la gauche, mais probablement beaucoup moins que précédemment, car on l'a vu après les élections 2024, il y a eu une forme de dégoût de la part de la gauche, et de refus d'accréditer le pouvoir en place, encore une fois. Et dans un contexte où le centrisme s'est supprimé de jours fériés, l'année blanche, la suppression des fonctionnaires, je pense que l'effet sera encore plus senti. D'autant plus que les macronistes, je pense qu'ils n'auront pas intérêt à voter pour la gauche cette fois-ci. Donc la question est de savoir, est-ce que le RN peut avoir sa majorité ? Alors déjà, le RN seul, il ne faut pas considérer cette option parce qu'ils auront leur allié de l'UDR. A priori, l'alliance se fera naturellement comme à la précédente élection. Néanmoins, le RN étant plus installé, ils n'auront probablement moins besoin... D'ailleurs, je pense qu'ils n'ont pas besoin du tout et que donc ils ne feront pas alliance avec le parti de Marion Maréchal qui est IDR. Vous le savez, en juin 2024, il y a eu une alliance rapidement faite entre les personnes qui ont fait scission de Reconquête et notamment le mouvement conservateur, qui est donc devenu idéal plus tard, notamment parce que les circonstances exigeaient un peu que le RN abatte le parti Reconquête, qui pouvait être vu encore comme un concurrent dans certaines localités. Donc là, ils n'ont plus besoin de ça, et donc je pense que pour ce qui est d'IDL,
eh bien, les 3 députés apparentés RN ne seront pas réinvestis. Ça peut paraître anecdotique, mais mine de rien, ça peut éventuellement euh, augmenter la part de Reconquête dans l'électorat d'une frange de la droite radicale. Et de manière générale, j'aurais même tendance à dire qu'une nouvelle dissolution favoriserait les partis plus modestes, là où l'élection de 2024, qui a été vue un peu comme une surprise, a un peu empêché toute velléité des petits partis, et même des partis un peu modestes, de faire quelque chose. On l'a vu, il y a eu beaucoup moins de candidatures en 2024, et beaucoup de petits partis n'ont pas présenté de candidature, ou très peu. On peut parler des partis souverainistes qui n'ont quasiment pas présenté de candidature. Une centaine pour Debout la France, une, je crois, pour l'UPR, c'était Asselineau qui s'était présenté chez les Français de l'étranger, et 0 pour les autres partis. Donc en fait, il y a eu beaucoup de petits partis qui n'ont pas présenté de candidat en 2024 et qui le feront s'il y a dissolution. Et ils pourront avoir, je pense qu'ils pourront espérer mieux comme résultat électoraux. À qui ça profitera, ça c'est à voir, mais le fait est, c'est qu'il y aura plus d'acteurs en jeu. Ceci étant dit, est-ce que le RN peut gagner une majorité absolue avec les alliés de l'UDR ? Pas sûr, mais j'aurais tendance à dire que c'est pas impossible. C'est pas impossible parce que, comme dit, il y aura moins de barrages, il y aura plus de duels, il y aura plus de dégoût pour les macronistes et même peut-être pour les LR, donc moins de gens vont faire barrage. Majorité absolue, c'est pas sûr, mais je pense qu'ils peuvent au moins espérer en avoir 200, 220 minimum. Donc là, on se retrouverait soit avec une assemblée ingouvernable, ce qui est le cas actuellement, mais avec des rapports de force différents, donc un RN qui prendrait la place en quelque sorte de la gauche réunie. La gauche réunie qui prendrait peut-être la place en rapport de force, c'est-à-dire environ 140 députés du RN et de l'UDR. Et le centre qui baisserait encore son nombre de députés, donc peut-être qu'ils en arriveraient à une centaine de députés ou quelque chose comme ça. Donc là, on est dans une situation où fondamentalement, l'Assemblée ne serait pas forcément gouvernable, mais la solution tendrait quand même pour la tentative d'un gouvernement RN. Et s'ils ont plus de 220 députés, la solution sera inévitable en quelque sorte, même pour les plus castors de la gauche et du centre. Et donc là, qu'est-ce qui se passe concrètement s'il y a un gouvernement RN ? Parce qu'en fait, s'il y a des solutions, on peut donc estimer qu'on aura une assemblée vers fin octobre, début novembre. Une nouvelle assemblée, comme je vous ai dit, avec des rapports de force complètement différents et avec peut-être une quasi-majorité, voire une majorité pour RN-UDR. Donc, on aurait peut-être un gouvernement RN dirigé par Bardella ou Marine, selon ce qui se décide en interne, pour fin octobre, début novembre. Et là, j'ai envie de dire, que fait le RN ? Parce que ça voudrait dire qu'ils auraient le pouvoir, mais un pouvoir difficile avec une assemblée compliquée dans tous les cas. Au mieux, ils auraient quoi ? De 180 députés à peu près. Probablement beaucoup moins. Et ils auraient un pouvoir, mais qui serait donc dans un contexte de crise financière majeure, avec un budget à faire adopter rapidement, et donc ils vont être attendus au tournant. Parce que ça fait des années qu'ils promettent de faire mieux que les autres, de faire mieux que le pouvoir en place. Et donc là, ils vont être mis dans un contexte de pression énorme, avec des personnes qui n'ont jamais été au pouvoir. Et ça, c'est pas forcément la solution idéale pour arriver au pouvoir, surtout qu'ils n'auront pas la présidence, qu'ils auront plein de contre-pouvoirs, notamment le Sénat, le Conseil constitutionnel, et une grande partie de la société civile qui continuera à les voir comme extrémistes
et donc à tout faire pour qu'ils échouent. Et surtout, et ça on oublie de le dire, mais si le RN était arrivé au pouvoir en juillet 2024, ils auraient eu quand même 3 ans, enfin un peu moins de 3 ans, mais on va dire 2 ans et 10 mois à peu près, pour mener une action politique. Et ce, dans un contexte de crise financière moins visible. Là, ils auraient donc quelque chose comme 18 mois de pouvoir effectif, mais avec, on va dire, quelque chose comme 6 à 10 mois de campagne présidentielle, on va dire, de... Allez, une campagne présidentielle, ça commencerait à partir de septembre, on va dire, 2026, et jusqu'en avril 2027. Donc en fait, ils vont avoir que une année à peine, enfin même moins d'une année, pour mener une politique à défendre en 2027. Donc en fait, moi j'aurais tendance à dire que tout l'intérêt pour le RN, c'est de ne pas avoir le pouvoir. En tout cas, s'ils veulent avoir la présidentielle en 2027. Parce que le bilan qu'ils vont avoir à défendre en 2027, il sera très difficile à défendre si il a été fait dans ce contexte-là. Parce que je les vois très mal satisfaire leur électorat, et d'autant plus convaincre un électorat qui n'est pas acquis en à peine un an. Surtout dans ce contexte-là, et avec autant de contre-pouvoirs. Donc moi j'aurais tendance à dire que si Bayrou tente ce suicide politique assuré d'avance, c'est pas juste parce qu'il en a marre ou parce qu'il souhaite finir sa carrière politique visible sur une bonne note, voire même, ce que certains disent, se préparer à l'échéance présidentielle. J'aurais tendance à dire que il le fait parce qu'il sait très bien que c'est une solution qui pourrait permettre, en cas de dissolution, de potentiellement redonner beaucoup de chance au camp centriste pour 2027. Et cela est probablement accrédité par le fait que, visiblement, selon les informations qu'on a eues récemment, Emmanuel Macron était totalement favorable à cette idée que Bayrou engage sa responsabilité devant l'Assemblée. Donc, est-ce que c'est le plan qu'a Bayrou et qu'ont de manière générale les dirigeants du camp centriste, dont Emmanuel Macron en priorité, mais peut-être aussi Gabriel Attal, qui a très clairement des ambitions présidentielles? Bon, je ne peux pas vous dire, mais j'aurais tendance à dire que si j'étais à leur place, c'est peut-être ce que je ferais. Et d'ailleurs, je sors pas totalement ça de mon chapeau, parce qu'il a été beaucoup dit l'an passé que Macron, en prenant la décision de dissoudre l'Assemblée, à un contexte où le RN était à son maximum, peut-être qu'il avait l'intention de donner le pouvoir au RN pour qu'il se flingue et que le pouvoir soit redonné à un centriste en 2027. Donc voilà, c'est un peu mon hypothèse sur ce qui va se passer en septembre. On verra si j'ai eu raison. Mais en tout cas, c'est un peu ce qui me vient en tête quand je vois cette décision de Bayrou. J'y vois un peu une première étape vers une magouille un peu plus grosse, on va dire. Après, bon, il y a d'autres hypothèses de ce que pourrait faire Macron après une démission de Bayrou. Il a été évoqué potentiellement sa démission. Personnellement, j'y crois moyen parce que j'ai quand même l'impression qu'il a envie d'y aller jusqu'au bout. Je pense que ça aurait été envisageable si Bayrou avait été censuré dès février, à une période où Macron ne pouvait pas dissoudre. Là, je pense que Macron a envie d'aller jusqu'au bout de son mandat. Et s'il va jusqu'au bout de son mandat, s'il a envie d'aller jusqu'au bout de son mandat, il utilisera toutes les cartes pour y arriver. Donc mine de rien, une dissolution, ça fait 2 mois de garantie supplémentaire. Donc il y a moyen de gratter en fait, à force. Après il y a aussi la possibilité de l'article 16, mais bon ça, c'est pas impossible fondamentalement. Au vu de la situation, il pourrait le justifier. Mais disons que les oppositions le supporteraient pas en fait. Je vois mal LFI et le RN
accepter docilement un article 16 alors que le président n'est soutenu que par une minorité de députés, qu'il est globalement impopulaire dans l'opinion. Mais effectivement, ça pourrait être une sorte de crise pour le budget, donc ça pourrait se justifier du point de vue macroniste. Bon, après voilà, hein, c'est donc ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, c'est-à-dire une petite hypothèse sur pourquoi Bayrou a fait ça et qu'est-ce qui va se passer ensuite. On verra ça à la rentrée, on verra ça en fait après le 8 septembre tout simplement, dès que Bayrou aura démissionné, parce que je pense que c'est plié désormais. Et je vous dirais, on se revoit en septembre pour en parler. Voilà, je vous referai probablement une vidéo en septembre après la démission de Bayrou pour voir ce qui se passe et voir si je me suis un peu approché de la vérité avec cette hypothèse. En tout cas, voilà, je voulais tester ces petites vidéos pour parler d'autre chose que de cinéma. C'est sympa de temps en temps. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine. Salut!